click, click. This is your Kodak moment. Lillard long range three. Mascot. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve un peu comme la semaine dernière où on avait parlé de trade deadline, mais cette fois-ci pour la vraie, puisque on va débriefer les différents événements et les différents trades qu'on a eu dans les 2-3 derniers jours. Et comme on l'avait fait l'année dernière, on se remet sur un dispositif un petit peu particulier puisqu'on va probablement vous envoyer 3 podcasts en 3 jours pour pouvoir décrypter un petit peu ce qui s'est passé à la trade deadline. Et donc, on est avec Matt pour parler de tout ça. Salut Matt, comment ça va? Bon écoute, ça va, hein. Ça va, hein. C'était une deadline animée, ce qu'on disait en off la veille et l'avant-veille, mais pas hyper animée là cette journée, les dernières heures. Il n'y a pas eu de trop gros trades. Les deux gros trades sont arrivés avant. Moi, ça va. Moi, le fan des Sixers va un peu moins, je t'avoue. On va en parler. On va en parler. Parce que et ce qu'on se disait aussi en off, juste avant de démarrer, c'est quand même la trade deadline, elle apporte un peu de vie à la NBA à un moment donné où, enfin, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais bon, plus, pour des raisons professionnelles, je manque un peu de temps en plus en ce moment, mais où c'est un peu un point mort à un moment de la NBA. Et c'est vrai que la trade deadline, elle amène beaucoup de mouvements, ce qui permet de redonner un peu envie d'aller regarder des matchs, tu sais, à partir de février, alors que normalement, c'est un peu censé être le creux, quoi. C'est vrai que pour ça, Ouais, c'est assez cool. c'est vrai, c'est vrai. En plus, moi, je trouve que cette année, ce qui est, on a, c'est moins qualitatif. Enfin, je trouve en fait, j'en parlais avec plusieurs personnes, on a un ventre mou qui s'est un peu Ouais. élargi. On a moins d'équipes d'élite. Et c'est vrai que chaque matin, là, quand je me dis quel match je vais regarder, bah, en fait, des fois, j'en trouve pas. Et Mm. en plus, ce qui est relou, c'est que des fois, bah, tu vois, ce matin, il y avait Spurs OKC, mais sans Shai Ouais. Gilgeous-Alexander, bon, ça te donne pas trop envie de cliquer, du coup. Donc, c'est vrai que cette année, c'est un peu frustrant, je trouve, d'affiche, quoi. Vous l'avez vu probablement dans le titre du podcast. Pour ce premier épisode, on va parler du plus gros trade, je pense quand même, de cette trade deadline parce qu'elle implique deux équipes qui se restructurent un peu fortement. C'est le trade de James Harden et de Darius Garland d'un côté aux Clippers et de l'autre côté à Cleveland. Peut-être juste avant qu'on démarre, Matt, on se fait un petit mot, mais vraiment express sur nos deux équipes. Qu'est-ce que tu as pensé de la trade deadline des Sixers qui ont quand Ah, même fait le move que franchement, moi j'ai le moins compris de tous les moves, hein. ah bah, moi, il est incompréhensible. Enfin, en fait, je sais pourquoi ils le font. Enfin, je Je sais rappelle, hein, pourquoi. c'est McCain Ouais, qui va au KC contre un premier tour de draft de Houston, je crois 2026, c'est ça? ouais. Et C'est 2 ou ça. 3 Et seconds tours de draft, trois c'est ça? 3 seconds tours, ouais. Ouais, OK. Contre rien, parce qu'en fait, le but, oui, c'était. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que Josh Harris, le propriétaire des Sixers, ne paye jamais la taxe. Donc, de toute façon, c'était attendu que les Sixers aillent sous la taxe. En plus, ça a été aidé par la suspension de Paul George, puisqu'en fait, vu qu'il a été suspendu, il n'y a pas tout son salaire qui va lui être payé. Du coup, au lieu d'être à 7 millions au-dessus de la taxe, les Sixers n'étaient qu'à 1,5 million, ce qui était très peu. Et en fait, bah, ils ont décidé de trader Jaren McCain pour passer en dessous de la taxe, en échange bah, des choix de draft que t'as dit. Il y a eu aussi le Eric Gordon qui a été coupé, enfin qui a été dump contre un second tour. Et c'est tout. Voilà, c'est C'est tout. pas mal de Mais récupérer Eric Gordon contre un second tour d'ailleurs. C'est pas mal en vrai de récupérer de lâcher non, Eric Gordon et d'y récupérer un second tour, c'est bien pour les ah Sixers. non, non, enfin, c'est les Sixers qui envoient un second tour. Autant pour moi. Ouais, Ouais. ouais. Bah, ce qui est Ouais, logique quand tu veux dumper, normalement c'est souvent comme ça. Tu sais, Lonzo ouais, c'est Ball vrai. hier, c'est ce qui s'est passé. Ils ont envoyé 2 seconds tours. Non, mais ce que je trouve catastrophique, c'est que, enfin, faut se souvenir que Jared McCain, c'était un candidat au rookie de l'année l'année dernière. Alors ça a duré que 3 4 mois, mais quand même. Je veux dire, jeter à la poubelle un joueur comme ça. Puis, tu sais, je me dis, si Sam Presti veut parier sur un joueur comme ça, j'ai vu, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas dépensé un premier tour de draft sur un joueur. Donc si Sam Presti le fait, je pense que c'est pas pour rien, tu vois. Donc je trouve que franchement, moi je trouve que c'est catastrophique parce qu'en fait, t'avais plein d'autres moyens de passer sous la taxe. T'avais Drummond à dumper, t'avais aussi Kelly Oubre. Enfin, t'avais plein d'autres moyens et ils ont choisi le pire en fait. Et franchement, si tu vois Maxi par exemple se blesse ou en fait tu le revends à sa valeur la plus basse, McCain. Je suis d'accord que bah là il avait pas beaucoup de temps de jeu et il a du mal à revenir de sa blessure qui est pas rien, c'est une blessure au ménisque. Mais t'avais le temps en fait.
et je Moi, trouve que c'est ouais. d'autant que moi, on en reparlera, ça fera partie, vous allez voir, on va présenter un peu le dispositif, mais peut-être qu'on reparlera de McCain à un moment. D'autant que moi, je ne sais pas pourquoi OKC fait ça. C'est-à-dire que s'il y a bien un joueur dans la ligue que je trouve pas compatible avec ce que veut faire OKC, au-delà de la qualité de joueur, hein, c'est McCain. Je pense qu'effectivement, ils se sont dit, on peut l'avoir pour tellement rien que bon, bah, au pire, on prend le risque parce que on n'aura pas mieux sur un tour d'Houston qui va être un 25e pick de draft, on n'aura pas mieux, donc autant le prendre, quoi. Mais je sais pas, je comprends pas trop ce qu'ils ont fait pour le coup, mais bon, c'est pas le sujet du pod. Et deuxième, pour parler un peu des Lakers, qui comme d'hab, enfin comme d'hab non c'est pas vrai, je dis n'importe quoi, j'allais dire comme d'hab n'ont pas bougé, c'est pas vrai, l'année dernière ils ont juste pris Luka Doncic, Oui. c'est pas tout à fait vrai. Mais je trouve que c'est pour rappel, hein, Gabe Vincent part contre Luke Kennard enfin Gabe Vincent plus un second tour de draft contre Luke Kennard. Je trouve que c'est un trade de merde. Ça sert à rien. On avait absolument, enfin, on va dire qu'on a besoin d'un peu de shooting, mais bon, en vérité, on n'en a pas vraiment besoin. On a surtout besoin de défense. Ok, Gabe Vincent peut rendre un peu dingue parfois par sa sélection de tir, mais au moins il avait le mérite de défendre un peu. Apparemment, ils sont contents parce qu'ils ont réussi à mettre un shooter d'élite à côté de Luka, LeBron et Austin Reeves. Mais visiblement, personne n'en a rien à foutre de la défense dans cette franchise, donc c'est pas grave, hein, on aura des 5 parfois. Luka Doncic, Austin Reeves, Luke Kennard, LeBron James et DeAndre Ayton. Moi, je pense qu'à mon avis, on va rigoler. Je pense qu'on va rigoler. Peut-être ça fera vendre des places, mais bon, j'avoue que je comprends pas trop ce qui s'est passé. C'est pas grave. On ne parlera pas, du coup, des Lakers dans cet épisode, ou sauf peut-être dans le prochain épisode quand on parlera d'un autre joueur. Mais donc aujourd'hui, on va s'atteler au trade de James Harden aux Cavaliers et de Darius Garland aux Clippers. Ce qu'on va faire du coup durant l'épisode, ce qu'on vous propose, c'est que on va quand même revenir un peu sur les profils des joueurs, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été trades et que vous avez peut-être pas forcément vu ces derniers mois. Et ça peut être intéressant quand même de reparler un petit peu de ce que sont ces joueurs à date, c'est-à-dire à date du 5 février 2026. Et on essaiera de se demander pourquoi l'équipe a voulu récupérer ce joueur-là, donc à quel besoin finalement il répond. Et puis on se fera une dernière partie qui est un peu plus sur les perspectives pour ces deux équipes-là maintenant qu'elles l'ont perdu. Et on terminera le podcast par un petit tu préfères pour pouvoir traiter un peu pêle-mêle les autres trades de la trade deadline. Matt, comment tu veux faire? Tu veux qu'on commence par Harden ou par Garland pour faire un petit peu le profil du joueur à date? Comme tu veux. Comme tu veux, on peut faire Garland, hein. Eh ben allez, on y va sur Darius Garland. Donc Darius Garland, meneur de jeu, un petit peu prodige, hein, qui avait été drafté par les Cavs en 2018, si je dis pas de bêtises, on doit être autour de ça, de mémoire, et qui, après avoir été presque à un moment donné le franchise player de cette équipe avant que Donovan Mitchell arrive, faisait quand même des belles saisons depuis que Mitchell est arrivé, mais donc s'en va aux Clippers et je te laisse nous parler de Darius Garland. Ouais, bah, ça fait un moment qu'il est chez les Cavs, hein, mine de rien, enfin qu'il était chez les Cavs. Mais oui, bah, dans le profil, c'est un créateur de jeu, hein. C'est un créateur de jeu qui est de petite taille, donc forcément qui a certains compromis. Mais, mais je trouve que ce qui est marquant, c'est que c'est un créateur de décalage et c'est surtout un passeur qui est assez incroyable. Moi, j'adore son playmaking. Je pense, moi, je le mettrais chapeau 1. Alors pas premier des chapeaux 1, mais franchement, si je devais faire des chapeaux, je le mettrais là parce que je trouve que vraiment, bah, il a vraiment un super passing qui est diversifié. C'est un joueur de pick and roll aussi, très, très bon joueur de pick and roll. Même si c'est surtout ça peut-être le point marquant, c'est que, je pense qu'il a besoin d'écran pour créer du décalage. On y reviendra un peu plus tard, c'est peut-être les raisons aussi un peu de ce trade, mais les limites de ce joueur, c'est un peu le jeu sur isolation parce que je pense que pas non plus une grosse puissance, une grosse puissance parce qu'il est petit, parce qu'il est pas très costaud, tu vois? Non plus, il a pas non plus une énorme explosivité, mais par contre, je trouve qu'il est vif, tu vois? Il arrive quand même à créer des écarts et puis surtout, il a un toucher de balle qui est assez incroyable. Ouais. Moi, c'est un des trucs, je trouve, les plus importants, hein, chez des joueurs, c'est, le toucher de balle et lui, alors j'ai pas son pourcentage au lancer franc, mais je serais pas étonné qu'il soit pas loin des 90, hein, vu le toucher du Il du est garçon. 86% cette année, 88% l'année dernière et Ouais, 87 en donc voilà. carrière. Donc, tu vois, on n'est pas loin de la zone quand même d'élite et tu vois, quand on parle de scoreur 3 niveaux, je pense que lui, en tout cas alors au cercle, moins parce que, bah, petit et il arrive moins à y aller. Par contre, toutes les autres zones, tu vois, il est hyper fort dans la zone des flotteurs. Il a fait des saisons à plus de 50, ce qui est élite, hein.
Le mid-range, c'est pareil, le 3 points, les 3 points, il a un peu toutes les palettes, le pull-up, le catch and shoot évidemment, mais le shooting aussi en mouvement. Et c'est l'autre truc que moi j'adore chez lui, c'est qu'en fait, c'est un joueur qui est pas rigide. C'est un joueur que tu peux déployer off-ball. Et il y avait même, tu vois, en tout début de carrière, il était pas mal utilisé off-ball, un peu. C'était un peu le joueur, je trouvais, qui pouvait se rapprocher d'un Steph Curry par moment. Sauf qu'après, bon, il a pas trop été utilisé comme ça. Puis bon, Steph Curry, c'est un peu l'anomalie de l'histoire, mais tu vois, qui s'en rapprochait un peu comme ça. Mais moi, c'est un joueur que j'adore, que je reconnais qui a certaines limites. Et puis je pense aussi, bah, la plus grosse évidemment, c'est la défense, hein. Puisque évidemment il est très petit, c'est un joueur qui peut se faire cibler. Et, bah voilà, là-dessus, en plus dans la NBA d'aujourd'hui où il y a énormément d'attaques de mismatch, forcément il empathie de ça. Puis le fait, je pense que il soit associé à Donovan Mitchell maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans hein, qu'ils étaient ensemble. 3 ans, ouais. Bah, ça complique encore plus les choses. Parce que si tu l'associes par exemple à un joueur qui est plus grand, tu vois, il sera avec un joueur qui fait 6'5", je pense, je sais pas, par exemple Jaden McDaniels, des joueurs comme ça, ce serait plus supportable entre guillemets, mais là, le fait qu'il soit 2 cibles, je pense que c'est ça aussi qui complique les choses et peut-être qu'à un moment donné, ils se sont dit: «Bah, faut peut-être faire un choix». Donc voilà et puis peut-être le dernier point pour terminer, peut-être on en parlera plus tard, mais bah, c'est un joueur qui se blesse souvent, hein, malheureusement. Ces dernières saisons, c'est un peu une saison sur 2 quoi. Une saison, il est blessé, puis une saison, il est là, il fait une top saison. Ouais, moi je trouve que moi j'ai mon avis sur Darius Garland, il est un peu particulier parce que c'est un joueur que j'ai vraiment, adoré. Tu sais, juste avant que Donovan Mitchell arrive, il fait une saison, je sais plus si c'est l'année d'avant ou l'année encore avant, où on voit vraiment que sur la création, il est très, très fort. Moi, je voyais des similitudes entre lui et Steve Nash, notamment. Je trouvais qu'il y avait un peu de ça, Mmh. notamment dans sa capacité. Effectivement, il est pas très puissant et très explosif, mais c'est un joueur qui arrive quand même énormément à driver parce que son dribble, alors tu as parlé de son toucher, mais son dribble est vraiment excellent, excellent, excellent. Ce qui lui permet en sortie, d'écran, effectivement, soit de pull-up parce que c'est son toucher, soit d'aller au cercle. L'année dernière, c'est un joueur qui faisait plus de 14 drives par match quand même en 30 minutes de temps de jeu, donc c'est énorme en réalité. Et effectivement, tu as raison, il les finissait beaucoup par des flotteurs, mais il était quand même à 53 d'efficacité sur ces drives-là. Ce qui, pour vous donner un ordre de comparaison, maintenant je commence à tout le temps prendre celui-ci, c'est la comparaison, la métrique Dylan Harper. Dylan Harper, lui, est autour de 47 pour vous donner un ordre d'idée, donc on est sur un joueur qui, pour le coup, en plus, était plutôt efficace sur les drives et tu l'as dit, notamment grâce à ce toucher-là. C'est vrai que le principal atout de Darius Garland, c'est son pick and roll. Il a cette espèce de cumul, jump shoot sur le pick, passing qui est dingue et flotteur qui compense, le manque d'explosivité au cercle et qui compense plutôt bien. Il a quand même un bon toucher aussi, je trouve quand même quand il arrive au cercle et puis surtout, enfin tu l'as dit, mais c'est un gars où tu as la peur de faire faute contre lui parce que son niveau d'efficacité au lancer franc est tellement haut que tu es un peu obligé, quand tu le contestes, d'essayer d'éviter de faire faute et ça pour le coup ça peut avoir de l'impact. Peut aussi se dire qu'il sort quand même d'une saison, la saison dernière où il était All-Star et qui est quand même une très bonne saison. Et tu l'as noté, mais je veux bien qu'on réinsiste dessus parce que c'est un joueur qui a montré tout à la fois, quand il était, aux Cavs sans Donovan Mitchell, une capacité à être le premier créateur de l'équipe, mais il a aussi démontré, une fois que Donovan Mitchell est arrivé, sa capacité à avoir un espèce de mix entre initiateur et connecteur d'attaque. Ce qui montrait bien, à la différence de James Harden dont on parlera après, que son passing hors pick and roll est aussi très bon. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec Darius Garland, c'est la variété de son passing. On a beaucoup parlé du pick, son passing en transition est vraiment, vraiment excellent. Et globalement, son passing sur toutes les phases de transition est vraiment excellent. Cette année, c'est un peu dur de savoir. Je sais pas ce que toi tu penses de son année. Il y a eu un retour à la compétition, moi que j'avais trouvé compliqué. Puis après, il y a eu un bon passage, un vrai bon passage autour de Noël. Et puis c'est un peu redescendu. Mais je trouve, sur ce que je vois cette année, en fait, c'est marrant parce que m'est imprimé un peu dans la tête l'idée que Darius Garland, c'est un joueur qui peut pas assumer un énorme volume. Et je me suis quand même posé la question si c'était pas surtout lié à cette année, en fait. C'est pas surtout une impression que j'ai cette année. Pour info, il a joué 26 matchs, hein, cette année. Je sais pas comment Ouais, bah, tu le sens, toi, cette année. problème, je trouve, c'est dur à juger, sa saison, pour moi, il a pas joué assez de matchs, en plus, ça se voit les matchs qu'il a joués, là, en début de saison, ça se voit, il est pas à 100. Ouais. Et il y a même, je me souviens, je sais plus contre quelle équipe je les avais regardés, je crois que c'était contre Houston et le reporter, bord terrain, il avait même dit, en gros: «J'ai parié à Darius Garland» et il portait une planche, dans sa chaussure, au niveau de son orteil,
pour un peu le maintenir. Donc je pense que, tu vois, tu joues avec une planche dans ta chaussure, je pense que ça doit bien te gêner dans tes déplacements. Et c'est vrai que je le trouvais moins je trouvais que c'était pas le Darius Garland de d'habitude, en fait. Et je pense que c'est lié à cette blessure-là. Moi, je l'ai trouvé bien là, en fait, là, il s'est blessé l'orteil de l'autre pied apparemment, mais il y a un moment, il a joué notamment, contre les Sixers où il y a eu une double confrontation et puis il était revenu à ce moment-là et là, je retrouvais un peu le Darius Garland de d'habitude qui était vif. Du coup, ça débloque forcément tout son jeu, il crée plus de décalage, son passing et cetera. Après, le problème, c'est que là, il s'est reblessé quoi, du coup, donc c'est le problème, tu vois? Moi, j'arrive pas à juger des joueurs qui sont pas à 100. C'est compliqué, quoi. C'est comme sa saison il y a 2 ans où il s'était fait sa blessure à la mâchoire et c'était compliqué pour lui. Bon, voilà, il a fait une mauvaise saison, mais je pense que, s'il arrive à se remettre de ces blessures-là, oui, il a que 26 ans, j'ai aucun doute qu'on arrivera à retrouver un joueur qui est excellent, quoi. Je veux dire, la saison dernière, c'était pas si loin. Je reprécise juste, je vous ai dit draft 2018, je me suis trompé, c'est draft 2019. Sur les 7 saisons qu'il a passées en NBA, ça devrait être le cas cette année, je vais compter cette année. Sur les 7 saisons qu'il a passées en NBA, il a 1, 2, 3, 4 saisons à moins de 60 matchs. Ce qui sur un joueur jeune, normalement le corps ne devrait pas normalement avoir tendance à s'améliorer avec le temps, ce qui est pas toujours un très bon indicateur. Il a quand même plutôt tendance à être sous les 60 matchs qu'à être au-dessus. Et il y a peut-être un dernier point dont on n'a pas parlé, et j'aimerais bien avoir ton avis, toi, là-dessus. Paul nous répondrait probablement que le problème, c'était ses blessures. Mais c'est un joueur qui a pas montré en play-off beaucoup de phases rassurantes pour le coup. Sa première campagne de play-off avait été intéressante. La deuxième l'avait été beaucoup moins en 2023-2024. Franchement, il n'avait pas été bon. Il avait tourné à 15 points de moyenne et 15 points, 6 passes de moyenne avec des pourcentages qui étaient globalement pas très bons. L'année dernière non plus, il n'avait pas été très bon, mais c'est vrai qu'il était blessé. Mmh. Il se dégage un peu de lui, tu vois, cette impression que, moi, c'est un peu cette impression que j'ai parfois avec Darius Garland et cette frustration, c'est de me dire, en fait, tu sais, je trouve qu'il y a certains joueurs, on a un biais avec eux parce qu'ils sont incroyables à avoir joué. Et je trouve que Darius Garland, il rentre un peu là-dedans. Darius Garland, c'est un joueur qui, à avoir joué, franchement, est incroyable, quoi. C'est un superbe joueur. Et je me demande si on n'a pas un peu un biais parfois avec Darius Garland, qui est que la réalité de son niveau est peut-être légèrement en dessous de ce que l'impression visuelle nous donne. Tu sais, la meilleure comparaison qu'on pourrait avoir, opposée, c'est avec Jaylen Brown, qui à l'inverse va te donner une impression visuelle qui est quand même pas top top, mais en fait, bon, quand tu regardes concrètement, la production, elle est quand même intéressante. Et je trouve que sur Darius Garland, il y a parfois un peu l'impression que il faut pas dépasser un certain niveau de volume, sinon ça commence à devenir un petit peu compliqué. Ça peut aussi être, hein, parfois d'ailleurs le problème de ces joueurs assez petits, assez frêles, pour lesquels, c'est compliqué tu vois, d'assumer tout au long d'un match l'ensemble des contacts. Tout le monde n'est pas Steph Curry qui est déjà pas si petit que ça. D'autant que lui, il est pas très tanké, il est quand même assez léger. Donc peut-être qu'il peut avoir un peu de ça. Je sais pas comment toi tu le perçois là-dessus, Darius Garland? C'est dur à dire, je trouve pas non plus qu'il y ait énormément de matchs disputés en play-off. Il y a quoi? Moi j'ai souvenir la série contre les Knicks où, ils se font battre à cause du spacing et du rebond offensif. Ça c'était quoi? C'était il y a 2 ans? C'était il y a 3 ans. 3 ans même? Il y a eu Mmh. il y a l'année dernière comme tu dis pour moi c'est les blessures et voilà, je vais pas trop juger là-dessus. Après c'était la série contre Orlando Ouais. qui était disputée. C'était plus effectivement Donovan Mitchell qui avait pris un peu le lead. Et au deuxième tour, qu'est-ce qu'ils avaient rencontré? Tu vois, j'ai même plus le souvenir, En tout cas, c'est la saison 2023-2024 où effectivement, il est quand même décevant en play-off, voire, très décevant. Il tourne à 15 points, 5 passes, de moyenne, avec des pourcentages qui sont vraiment pas très bons. Et on attendait peut-être, durant, les derniers playoffs qui rassurent un petit peu, et ça n'a pas vraiment été le cas, mais effectivement, il était blessé. Pour information, c'est la campagne d'il y a 2 ans, c'est la campagne effectivement avec le premier tour contre Orlando et le deuxième tour contre Boston, où ils se font éliminer par le champion, mais ils prennent un 4-1 un peu sec, mais Donovan Mitchell était blessé de mémoire. Ouais, c'est ça, Donovan Mitchell était blessé de mémoire. Garland fait, l'entièreté du run, il est présent à tous les matchs, sur les 12 matchs, mais il est plutôt pas très bon. ouais, après après c'est pareil, Boston, c'est pas oui, maintenant je me souviens, maintenant que tu le dis, mais c'est pas des match-ups faciles pour lui, je pense. Donc je trouve on n'a pas tu vois, là, quand on énumère un peu tout ça, bon, on n'a pas un sample vraiment, très gros pour juger. Moi, ça me dérange un peu, à chaque fois
de tirer des conclusions sur ça parce que en vrai, on sait pas trop. Moi, ce que je vois, c'est que le niveau de jeu global, il est bon. Oui, t'as une efficacité qui baisse en playoff, mais en fait, j'ai envie de dire, enfin, c'est un peu ça, c'est tout le monde, en fait, hein. Tu regardes, James Harden dont on va parler, c'est un peu le reproche souvent qui lui est fait, mais je vais vous le mettre dans le mille, mais chez Gilgeous-Alexander, aussi bon soit-il, son efficacité, elle chute en playoff, hein, faut pas rêver, hein. Parce qu'en fait, tout simplement, le niveau de compétition, il augmente, hein. Tu rencontres plus des Washington, des équipes comme ça, bah, tu rencontres les 8 premiers de ta conférence et pas ceux d'après, en fait. Donc forcément, bah, voilà, puis il y a des ajustements aussi que tu auras peut-être pas en saison régulière, vu que tu joues à chaque fois la même équipe, bah, ces équipes, elles s'ajustent. Elles veulent t'empêcher justement d'aller sur tes spots, que tu fasses certaines passes. Donc oui, c'est sûr que voilà, tu as des trucs plus compliqués. Après voilà, peut-être qu'effectivement, moi je dirais plus, il a des limites parce que, peut-être on y reviendra après, mais il a des limites parce que je pense que moi c'est un joueur qui a du mal à battre le switch et qui est pas assez bon sur isolation. Moi je dirais que c'est plutôt ça, tu vois, le problème. C'est il est pas implacable, en fait. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi que les playoffs ont révélé, c'est que c'est un joueur, bah, dès que les équipes se mettent à beaucoup switcher, et notamment, bah, Boston, c'est ce qu'ils avaient fait, il y a 2 ans, et je pense que, bah, Orlando c'est des aussi. schémas, Orlando aussi et d'ailleurs Orlando était aussi, tu vois? Orlando Et aussi c'est était et c'est là-dedans. des schémas où lui et même Donovan Mitchell, bah, ils sont pas très bons, tu vois? Donc je suis pas non plus étonné que, tu vois, qu'il y a eu peut-être des déceptions, mais c'est dans son jeu aussi que c'est comme ça, quoi. Peut-être que ce qui pouvait être encore plus décevant que ça, parce que tu as raison, l'efficacité, elle baisse toujours pour à peu près tout le monde en play-off. C'est tu sais, c'est parfois cette sensation, moi j'avais quand même cette sensation de c'est pas de s'effacer, mais c'est de ne pas réussir à garder du volume, en fait. Et c'était beaucoup de Donovan Mitchell qui avait pris la main. Après, on sait que c'est pas toujours facile de jouer avec Donovan Mitchell, qui est quand même un peu un cimetière à ballon et qui en play-off peut avoir, tendance à beaucoup, beaucoup prendre la gonfle. Mais d'ailleurs, moi, ça me donne envie de te poser une question. On a vu Garland, en fait, sous 2 dispositions. Et ça va nous amener aussi à pourquoi les Clippers ont fait ça. On a vu Doug Garland sous 2 dispositions dans sa carrière, comme le générateur primaire de son équipe, c'était le cas avant que Donovan Mitchell arrive, et comme un générateur secondaire ou bis, ouais, c'était presque secondaire, après que Donovan Mitchell soit arrivé. Est-ce que toi, tu as une préférence entre les 2? Est-ce que pour toi, Garland, il faut que ça soit, un joueur à qui tu donnes un gros volume, 35-36 d'usage et tu vois ce que ça donne? Ou est-ce que tu es plutôt sur un joueur où il faut rester à 25-26 parce qu'il est capable, aussi de connecter un peu, avoir un peu ce Bah, tout ça, quoi? après, enfin, si tu regardes les usages de Cleaning the Glass, je les avais partagés, je crois, en plus, dans notre conversation privée. Il a jamais été en réalité dans la zone des 25. Il est plutôt entre, allez, 27 et 31, en faisant une grande fourchette. C'est vrai qu'il était plus aux alentours des 30 avant Mitchell. Et depuis qu'il y a Mitchell, bah, il est plus aux alentours des 28, 27, ce qui est un peu logique, hein, vu qu'ils se partagent les responsabilités. Non, moi, je pense pas que c'est pas un joueur héliocentrique, si c'est Mmh. ça un peu la question, qui doit avoir un énorme usage. Moi, je pense qu'en fait, tu gâcherais le profil, en fait, parce que pour moi, en fait, c'est ça qui est cool avec, Garland, c'est qu'il peut faire les 2. Puis oui, il a la qualité de shoot, en plus. Donc ce serait dommage, même pour son scoring, de l'utiliser que on ball. Parce que même off ball, je veux dire, c'est même pas que du catch and shoot, c'est du shoot en mouvement. C'est vraiment un excellent shooter, donc je pense que ce serait vraiment dommage de l'utiliser, que avec la balle. Par contre, c'est vrai que, moi tu vois, avec Mitchell, je trouve peut-être il lui a enlevé un peu trop de création. Tu vois, justement, avec Kawhi, ce qui peut être moi je pense que ça peut être intéressant un profil comme ça parce que lui, bah, Garland va vraiment avoir le playmaking, tu vois? Mais Kawhi va pouvoir le décharger bah, du scoring un peu d'isolation où des fois, bah, tu vois, en fin de match, tu besoin de scoring en 1 contre 1 et Kawhi, lui, va pouvoir le faire, chose que Garland, c'est peut-être là où lui, ça va pêcher. Alors justement, peut-être qu'on peut aller sur cette partie-là, qui est un peu pourquoi les Clippers, vont chercher Darius Garland. On peut peut-être ajouter qu'en plus du départ de James Harden, on a eu le départ d'Ivica Zubac, Ouais. dans les dernières minutes de la draft, qui était quand même pas le point central de leur attaque, parce que Kawhi est là, mais quand même c'était plus qu'une troisième option, Zubac. C'est que le pick and roll James Harden-Zubac Oui. était quand même un peu la base de leur attaque, hors isolation de Kawhi. Donc c'est quand même un gros impact avec l'arrivée de Bénédicte Mathurin dans le sens inverse. Donc c'est une équipe qui va se présenter, sans pivot en fait, compétitif, hein, quand même, dans les prochains mois. Selon toi, qu'est-ce que les Clippers vont chercher en allant chercher Darius Garland? Pourquoi ils sont allés chercher ce joueur-là?
Moi, je pense qu'ils ont déjà, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce trade, je pense, il a surpris un peu tout le monde, hein. Ça c'est sorti Ouais. un peu de nulle part, hein. Et ça C'est allait très sorti vite. nulle part, Et on ça allait très, très ouais, vite. déjà, Mmh. c'est allé très vite, puis au moment où c'est sorti, vraiment ça a mis un peu de temps à être officialisé, mais quand il y a eu les premières rumeurs, c'était dit, ouais, il y a une rumeur, mais la rumeur, genre, c'est sûr, ça va se concrétiser, tu vois? Mmh C'était mh. il y avait plus de doute possible que effectivement ça allait se faire. Donc, mais c'est vrai que ça arrivait un peu comme ça, alors que, les Clippers, en plus, se remettaient à performer. Donc, un peu bizarre, mais je pense qu'on en parlera peut-être après du côté de James Harden, pourquoi ça s'est fait. Mais en tout cas, je pense que les Clippers, ils ont vu une opportunité de rajeunir leur effectif, hein. Mmh. J'ai envie de dire, c'est un peu ça. Puis l'opportunité de peut-être d'un Garland qui est sur le marché, qui aurait pas dû y être, je pense. Et du coup, ils se sont dit: «Bah, voilà, James Harden qui est vieillissant, il est en fin de contrat. Là, au moins, tu sécurises un jeune». Je pense que tu perds en termes de niveau de jeu, bon, je pense que Harden reste encore un meilleur joueur, mais est-ce que tu perds tant que ça? Moi, je pense pas. Mais c'est surtout, ouais, la jeunesse, quoi. Il a 26 ans, il est encore sur contrat 3 ans, je crois. Donc voilà, Avec un gros contrat par contre, hein. Avec un gros contrat par ouais, qui contre a un pour gros contrat, un mais tu ouais. vois, tu as ses droits Bird, donc tu peux en tout cas, tu peux viser la durée avec lui, où je pense, James Harden, c'est court-termiste, hein. C'était un peu là, maintenant, et puis voilà, quoi. C'est sous 2 ans, alors que Garland, tu peux, 5-6 ans, tu peux l'avoir chez toi, quoi. Et que clairement, les Clippers n'allaient pas être champions cette année. Donc quand tu as James Harden 36 ans, pour, 1 an ou 2 ans, parce que je crois qu'il a une player option à la fin de l'année, Ouais. tu savais très bien que tu allais pas être champion et donc effectivement tu peux partir sur autre chose peut faire sens. Je pense que moi en tout cas, clairement les Clippers partent dans une phase de rebuild. C'est quand même l'idée, on reviendra dessus, mais c'est quand même l'impression que ça donne. Pour moi, il y a quand même on en reparle après avec James Harden, mais pour moi il y a quand même un gros gap de niveau aujourd'hui entre les 2. C'est même pas pour moi la même catégorie de joueurs, au-delà de ça, mais on revient dessus. Moi, ce que je comprends pas trop avec Garland, enfin, ce que je vais être attentif, ce à quoi je vais être attentif dans les prochains mois, c'est de voir si en fait ils l'ont pris parce qu'ils croient vraiment en Garland et qu'en fait, tu vois, ils ont encore en tête le Garland avant Mitchell et qu'ils se disent, mais en fait, Garland, c'est un tel générateur de jeu qu'on peut avoir un générateur primaire d'attaque sur pick and roll. Et Garland a même montré que parfois, même avec des pivots moyens, il est capable de générer du jeu sur pick and roll tant il est fort là-dessus. Ou alors, ils le prennent pour le retaper un peu et pour essayer d'en avoir quelque chose dans 1 an. Ça peut être aussi une option, tu sais, tu récupères le joueur, tu le mets Mmh. vachement en valeur et dans 1 an, tu le trades. Parce que malgré tout, il récupère quand même, moi, je trouve, un joueur, et alors là, à voir si on est d'accord ou pas, mais pour moi, qui est nettement surpayé pour son apport aujourd'hui. Garland a eu un contrat max à l'époque, il doit être à 42 cette année, je crois que ça doit passer à 45 l'année prochaine, il doit être à 48 dans 3 ans. Donc il doit être à peu près à 30 du cap. Je trouve que pour un joueur de ce volume-là, et alors l'efficacité est pas mal, mais pour un joueur de ce volume-là, c'est très, très cher, moi je trouve. Ah, c'est très, très cher, j'abuse. C'est cher. On en a parlé d'ailleurs dans la conversation, on disait: «C'est peut-être la même range qu'Austin Reeves» et je suis assez d'accord en fait. Pour moi, Garland aujourd'hui, c'est un peu la même range qu'Austin Reeves. C'est des joueurs que tu devrais trouver autour des 30-35 max, mais pas beaucoup plus. Et du coup, quand tu veux te lancer dans un rebuild, avoir un joueur que tu as encore pour 2 ans à ce salaire-là, j'avoue que j'ai un poil du mal à comprendre. Sauf si effectivement ils veulent le retaper pour récupérer un premier tour de draft ou 2 premiers tours de draft dans 1 an, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Non, moi ça me choque pas, quand même, ce qu'il a Austin Reeves, il explose que maintenant, hein, parce qu'en vrai, avant, Garland, c'était largement supérieur à Reeves, hein. Reeves, c'est surtout depuis 2 ans, hein, que ça commence et surtout même cette année, où il a 2 beaucoup ans, ouais. explosé à gros volume. Avant, c'était pas le cas, donc non, Garland, moi ça me choque pas. Oui, avec le nouveau cibier, je peux comprendre. On se dit, ouais, ça fait cher pour un joueur qui est peut-être pas, il est pas peut-être pas top 20 NBA, ou quand il joue, en tout cas, peut-être à plein, qu'il est en forme, tout ça, que tout se met bien en place dans son jeu, peut-être qu'il y est pas loin. Mais si tu pondères avec les blessures, oui, il est pas top 20 NBA. Donc si dans ta tête tu te dis, moi un top 20 NBA, ça me dérange de le payer le max, ouais, je peux comprendre. Mais le problème, c'est que tu as plein de joueurs en fait dans ce cas-là, hein. Trae Young, il est payé au max. Ja Morant, il est payé au max. Tu vois, je fais le tour un peu des profils comme Oui, ça. mais c'est 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 que dommage des. d'aller les chercher. C'est du coup dommage d'aller les chercher. Autant ne pas les prendre. Ou alors tu fais Bah, comme Washington qui allait le prendre Trae mais pour 3 fois rien, quoi. Ils ont envoyé 4 après, quand cakes et puis ils même, l'ont eu, quoi. ça reste des créateurs de décalage. Pour moi, c'est quand même le truc le plus. Ils sont peut-être pas parfaits, mais le truc, c'est que
tu vois, bah, tu parles de Washington, toi, Atlanta, ils ont perdu Trae Young. OK, très bien. Mais qui te dit ils vont le trouver où maintenant leur créateur de Mais décalage? Je attends, peux moi je trouve comprendre. que oui, mais le volume de Trae Young n'est pas le volume d'Arius Garland, hein. Il y a quand Non, même mais une grosse différence. c'est Trae pas Young, les il mêmes peut te joueurs. porter, tu vois, ce décalage pendant tout un match, ce qui est pas le cas de Garland quand même. Bah, en tout cas, en début de là, on l'a moins vu parce qu'il est associé à Donovan Mitchell. Mais moi, je pense qu'il peut t'apporter du décalage. Après, il lui faut un jou tu vois, Kawhi qui est à côté de lui, par exemple, dans le profit, c'est très bien d'avoir un peu un joueur comme ça, ce que je disais, où tu lui mets un Kevin Durant, tu vois, un joueur comme ça à côté, où Durant, lui, va plutôt faire le scoring, l'isolation, et cetera, et Darius Garland, lui, va plus faire le playmaking, qui va quand même rester au volume. Mais c'est quand même un générateur d'attaque et en NBA, tu as besoin en fait, de générateurs d'attaque. Pour moi, c'est le truc le plus important. Si t'as pas de créateur de décalage, bah, ça va être compliqué. Donc et oui, Trae Young le fait peut-être à plus haut volume. Par contre, Garland, il a un truc qui est cool que Trae Young n'a pas, c'est le jeu off-ball. Tu vois? C'est ce que j'allais dire, ouais. Vampiriser le jeu et cetera, bah, Garland, lui, il l'a pas, tu vois? C'est un peu comme Irving, ce genre de profil, bah, c'est cool de les avoir. Je pense que c'est pas des «premières options» entre guillemets, mais par contre, si c'est ton option 2, bah, je pense que tu es super content, quoi. Ouais, je suis d'accord et je trouve que ça fait partie de la valeur en fait du profil. C'est sa compatibilité avec un plus un qui peut-être d'ailleurs a plus gros volume que lui. Je trouve qu'une des limites de Trae Young, c'est que tu es obligé de faire en sorte que ça soit ton joueur à très haut volume et tu vas pas être sur une efficacité qui le mérite peut-être, tu vois. D'ailleurs, on peut même se Mmh. poser la question si dans la NBA d'aujourd'hui, ça marche. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire l'article de Jérém sur le site de Q-Basket qui parle de ça, qui est intéressant. Tu peux même te poser la question de si ça fonctionne. C'est vrai qu'à Garland, t'as pas ça. Et à Garland, tu sais que tu peux le mettre avec un autre joueur au volume. Tu parles de Kawhi, de Donovan Mitchell. Logiquement, la compatibilité devrait se faire. Mmh. Bon, par contre, ils ont un problème tous les deux, c'est la défense qui, sur un joueur qui en plus n'est pas un joueur à très gros volume, du coup, tu peux pas compenser en mettant sur le terrain un défenseur supplémentaire. Enfin, ça peut avoir un effet domino qui pose un peu question. On passe peut-être à James Harden, Ouais. pour le coup, qui fait le chemin inverse. James Harden qui arrive, côté, Cleveland. Alors, je vais revenir un peu dans le détail sur le profil de James Harden et le joueur qu'est James Harden aujourd'hui, mais pour moi, on n'est quand même pas dans la même gamme de joueurs aujourd'hui. D'autant que James Harden fait discrètement, parce que cette année, tout simplement, les Clippers faisaient moins de bruit que les autres années, mais James Harden est plutôt sur une bonne, voire une très bonne saison. On se rappelle qu'en début de saison, il y avait, tu sais, tous ces mèmes qui étaient, parce qu'OKC a le pic des Clippers, et tous les Mmh. mèmes qui disaient tout, toute la NBA tient sur James Harden juste pour que les Clippers, c'est pas un first pick. Et effectivement, ça traduisait le fait qu'il fasse une très bonne saison. Il a 25 points, 8 passes, 5 rebonds de moyenne, toujours au-dessus de l'efficacité, notamment grâce à sa capacité à lancer franc et son efficacité au lancer franc qui est dingue. Parce que là, après, on va revenir, mais si tu sors les lancers francs, son efficacité, elle est devenue un peu juste. Et on est effectivement sur un créateur d'attaque primaire. Pour le coup, ce qui est peut-être moins le cas de Darius Garland. Alors, c'est le joueur héliocentrique par excellence, James Harden, en tout cas dans l'esprit collectif, mais c'est un joueur qui s'est quand même transformé avec le temps et qui est devenu avec le temps un joueur qui est compatible avec une autre superstar. Parce qu'on l'a vu avec Joel Embiid qui était un partenaire de pique. Alors ça, c'est un peu plus naturel, mais surtout on l'a vu avec Kawhi. C'est-à-dire que cette version de James Harden qui est plus un organisateur d'attaque euh, à haut volume, mais qui est quand même en capacité de laisser la balle à un fort joueur d'isolation. Et en l'occurrence, c'était Kawhi. Et dans la projection de jouer avec Donovan Mitchell, ça peut être un point intéressant, même si on va revenir dessus. Moi, je suis pas hyper convaincu par la possibilité de leur association. Parce que élément peut-être un peu limitant par contre sur cette création de James Harden qu'il n'a pas réussi à perdre avec le temps. Il a eu beau baisser son volume, ce qui n'a pas baissé avec le temps, c'est ses pertes de balles. C'est toujours un joueur qui dans sa création a quand même pas mal de déchets. Il a du déchet par sa sélection de tir, qui est pas si mal parce qu'il va beaucoup lancer franc, donc ça compense, mais quand même énormément de step back chez James Harden qui ont peut-être pas l'efficacité qu'elles ont pu avoir à une époque et beaucoup de pertes de balles. Je trouve que c'est une des premières questions d'ailleurs que tu peux vite te poser sur James Harden, c'est est-ce qu'il est en capacité d'être le générateur primaire d'une attaque élite? Je trouve que c'est une question qu'on peut se poser. On a une réponse, c'est qu'on a vu qu'en tout cas au mois de janvier c'était le cas, parce que les Clippers avaient la 7e attaque de la NBA au mois de janvier, et que c'était quand même lui le générateur primaire de cette attaque, vu que Kawhi était plus sur un jeu d'isolation. On s'est toujours beaucoup focus sur le step back de James Harden dans le temps, parce que c'était un peu son signature move, mais
Je pense que ce qui faisait la différence de James Harden à sa grande époque, c'était son drive en fait, qui a toujours été assez deadly, et notamment il avait quelque chose d'assez dingue dans son drive à James Harden, c'était sa capacité à driver, finalement, même quand le spacing était pas si optimisé que ça. Houston avait toujours tout fait pour l'optimiser, mais finalement, même s'il était pas si optimisé que ça, il avait tel premier pas, telle puissance que ça permettait d'y arriver quand même. C'est toujours un joueur qui drive beaucoup, il tourne à 15 drives par match, c'est le 8e joueur de la ligue qui drive le plus. Mais c'est vrai qu'il y a une baisse physique qui est quand même notable, et qui a notamment pour conséquence, selon moi, mais je suis curieux d'avoir ton avis, qu'aujourd'hui il a quand même un peu plus besoin d'être dans un spacing parfait pour pouvoir drive. Sinon, tu te retrouves beaucoup dans une multiplication de flotteurs et de tirs mi-distance, là Mmh. où avant il arrivait à finir au cercle. Même si cette saison, il a quand même nettement réaugmenté ses finitions au cercle par rapport à l'année dernière, mais je pense que c'est lié au spacing qui est pas trop mal en fait cette année côté Clippers. Pour donner un ordre d'idée, à son prime, c'était 38% de ses tirs qui étaient pris au cercle. Cette année, c'est 23%. Donc la baisse, elle est quand même, elle est Mmh. quand même colossale. Mais bon, après, c'est James Harden, hein, il a toujours ce cheat code qui est le principal point de James Harden, c'est qu'il va tout le temps lancer franc. C'est qu'il va tout le temps lancer franc, Ouais. et donc même s'il est pas si efficace que ça, en fait, il va tout le temps lancer franc, et il tourne à 90% d'efficacité au lancer franc. Ce qui fait que, ben, malgré cette baisse, ça en reste un joueur efficace. Qui plus est dans une saison où il est très en forme, où il se blesse pas, et voilà, je le disais depuis le début d'année, depuis début 2026, il génère quand même la 7e meilleure attaque de la ligue. Qu'est-ce que tu penses, toi, du James Harden de 2026? Bah, moi, je pense qu'il a pas trop changé du James Harden qui était à Philadelphie, enfin, en fait, c'est le même joueur depuis quand même un moment. En tout cas, depuis qu'il s'est fait sa blessure aux ischio à Brooklyn, bah, tu sens qu'il y a eu un step back, si j'ai envie de dire, dans son jeu. Bah, il est plus dans son pic, hein, tout simplement. Le seul truc, moi, qui me surprend, c'est vrai que bah, Philly, il avait baissé son volume parce qu'il était avec Embiid, mais je pensais pas qu'il serait capable Mmh. de reprendre à nouveau du volume et garder son efficacité vu que, bah, il était plus dans son prime. Donc c'est peut-être ça le plus surprenant. Mais après, quand tu regardes un peu les zones dans lesquelles il prend ses tirs, et cetera, bon, bah, voilà, tu l'as bien dit, il va moins au cercle. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus des flotteurs ou des mid-range qu'il prend que des tirs au cercle. Mais par contre, bah, ouais, il a cette capacité d'aller chercher des fautes. Et puis, il a toujours son step back à 3 points qui est létal, quoi. En isolation, c'est encore un joueur qui est incroyable. Je suis allé voir la stat il y a pas longtemps. Heu, Shai Gilgeous-Alexander joue 7 isolations par match. À ton avis, combien en joue, James Harden cette année? Bah, James Harden a tellement toujours été, à des années-lumière du deuxième sur le volume d'isolation. Après, Shai en joue beaucoup. Je pense qu'il doit être à Bah, peu ouais, près c'est pour ç pareil, à 7-8. non, il est à 10,2. Ouais, mais il a toujours été à des années-lumière du deuxième sur le volume d'iso, ouais. Ouais, c'est assez fou parce que le deuxième qui est Shai Gilgeous-Alexander qui est à 6,9, le troisième c'est Edwards 6,3, Jaylen Brown 5,8, enfin tu vois, ça se tient et tu Ouais, as un énorme gap entre le bah, 1er James et le Harden. deuxième. Mmh. Mais ce qui est surtout hallucinant en fait, c'est l'efficacité qui est toujours là. Parce qu'il est dans le 83e centile à 1,06 points par possession. Donc tu vois, il est même plus efficace qu'Anthony Edwards, il est quasiment autant efficace que Luka Doncic. Bon, Shai, il est un peu seul dans son monde, il a 1,17, mais voilà quoi, c'est pour dire que le gars, il a quoi, Bah, 36 ans? juste 2 secondes quand même, 1,17 sur isolation, c'est quand même Ouais, n'importe quoi. c'est Soit qu'il prend pas un 3 points, c'est quand même vraiment n'importe quoi, hein. Ouais, ouais, mais ouais. mais après Harden, il faut se souvenir qu'il avait fait la saison record là quand il était, bah, dans son prime, il était je crois à 1,22 points par, Ouais, laisse possession sur tomber. isolation. Mais bon, je trouve que enfin, c'est quand même un truc de dingue des chiffres pareils alors que, bah, il a 36 ans, quoi. Donc c'est sûr que c'est encore un joueur élite, en fait, en isolation. Et tu vois, je pense que la raison du trade, on parlait des défauts de Garland où c'est le défaut de son jeu, c'est qu'il est pas bon sur isolation. Mitchell aussi, c'est un peu les défauts. Les 2, en fait, ils ont un peu les mêmes défauts et je pense que sur certaines séries de playoffs, ça a pêché à cause de ça. Parce que dès que les équipes se mettent à switcher, bah, tu plus à les battre, tu plus à battre leur couverture
Et peut-être que s'ils sont allés chercher Harden, bah, c'est peut-être un peu pour ça. Parce que lui, l'isolation, comme je viens de le dire là, ses chiffres, bah, il est super bon là-dedans. Et je pense que ça peut peut-être t'apporter cette diversité que les Cavs n'avaient pas, quoi. C'est un générateur d'attaque à l'arrêt extraordinaire, en fait, James Harden. Et là où effectivement tu as raison, l'année dernière, les Cavs brillaient notamment par leur attaque en mouvement. Et le problème, c'est qu'ils avaient un peu du mal à la retrouver en play-off. Bon, les blessures ont vraiment pas aidé, mais ils avaient un peu Mmh. du mal à la retrouver en play-off, notamment à cause du switch. Et tu as raison, James Harden est juste, et encore élite en tout cas c'est un switch killer encore élite en fait, pour le coup James Ouais. Harden, et ça leur apporte ça. Peut-être qu'ils ont quand même Evan Mobley qui par séquence est un bon switch killer, mais c'est pas du tout un switch killer élite. Et donc lui va pouvoir l'apporter. Donc effectivement, ça permet de passer sur, pourquoi les Cavs, font ça concrètement? Moi je pense que sincèrement, je pense que la première raison pour laquelle ils font ça, c'est pour la régularité physique de James Harden. On se rend bien compte quand même cette saison que Cleveland, quand ils étaient au complet avec les 4, quand je dis au complet, c'est avec les 4 en fait, hein, c'est avec, Mmh. avec Jarrett Allen, Evan Mobley, Donovan Mitchell et Darius Garland. En fait, l'équipe était toujours très bonne, mais ils ont un énorme problème, c'est qu'ils sont jamais ensemble, quoi. C'est qu'ils sont Mmh. jamais ensemble. Et avec James Harden, bon, il y a eu des problèmes de blessures en playoff, mais c'est un joueur qui est toujours sur le terrain, tu vois, à minima, et qui arrive toujours à poursuivre ton modèle d'attaque, en fait. Et je suis assez convaincu que la première raison pour laquelle ils ont fait ce trade, c'est pour ça. La deuxième, c'est parce que James Harden est quand même beaucoup moins cher que Darius Garland et correspond à leur timeline, ce qui, pour le coup, était pas gênant pour le coup pour eux. C'est-à-dire que viser sur 2 ans, vu l'état de la conférence Est aujourd'hui, ça fait sens pour les Cavs qui étaient premiers l'année dernière et qui, en plus, pour le coup, sortent d'un moment où ça marche moins bien que l'année dernière et certainement qu'il fallait bouger un petit peu. Moi, j'ai quand même quelques questions, enfin, quelques questions, tu vois, qui me viennent. La première, c'est que c'est quand même un changement fondamental dans le profil de joueur que tu associes à Donovan Mitchell, qui fait une saison extraordinaire, Donovan Mitchell, hein, il est quand même à un niveau vraiment élite, cette année, et tu lui mets à côté de lui, je suis curieux d'avoir ton avis. Tu passes d'un joueur qui a finalement un bon connecteur et un bon profil pour jouer avec Donovan Mitchell. Probablement que Darius Garland a un peu payé le fait de jouer avec Donovan Mitchell, mais que pour Mitchell, c'était plutôt pas mal en fait de jouer avec Garland, avec un profil de joueur qui, pour le coup, joue un peu dans les mêmes zones que Donovan Mitchell, c'est-à-dire très dans le 45, balle en main. Et moi, je j'arrive pas trop à projeter cette association. C'est très compliqué pour moi de projeter cette association. C'est 2 joueurs qui ont énormément besoin d'avoir la balle et qui peuvent avoir des temps de possession qui sont très longs. Je sais pas trop comment les faire cohabiter. Je sais pas toi, comment tu envisages le truc? Ouais, je pense que Mitchell peut quand même jouer off-ball, alors c'est pas le même joueur off-ball que Garland, mais non, moi, je moins de problème. Enfin, je pense que James Harden va plus porter la balle, c'est comme ça OK, que je le vois, parce que, bah, oui, le jeu off-ball de James Harden, là, par contre, c'est y sûr a qu'il y a rien. pas grand-chose. Donc, à part faire un peu de catch and shoot sans vraiment bouger, tu vois. Mais par contre, il a un peu une mécanique bizarre de catch and shoot où il met du temps parce que je pense qu'il a un, en fait, il joue un peu sur le reculoir. Bah, c'est un peu comme Doncic, tu sais, c'est pas des joueurs de catch and shoot, c'est des joueurs de pull-up, hein, parce qu'ils pull-up souvent en arrière. Et même, c'est pas non plus des joueurs de pull-up en sortie d'écran, tu vois, qui, bah, un peu comme Garland, où lui, il fait plutôt ça. Il sort du pick and roll et puis il va pull-up un peu, tu vois, au suite à sa course. Alors que Harden et Lucas, c'est plus, ben, déjà, c'est plus de l'ISO et puis c'est plus, ouais, du 1 contre 1, quoi. Donc c'est pas du tout, ouais, le même type de shooter, déjà. Mais non, je pense que moi, l'association des 2 me pose pas trop de problèmes parce que quand les 2 seront sur le terrain en même temps, en tout cas, je pense que Harden aura plus les clés de l'attaque et bah, Mitchell, forcément, sera plus off-ball. OK, OK. Après, par contre, ce que je pense qui peut être ultra intéressant, c'est que par contre, pour moi, il faut stagger leurs minutes, c'est-à-dire, faut qu'il y en ait tout le temps un des 2 sur le Ouais. terrain. C'est là, en fait, où il faut jouer. C'est-à-dire, bah, tu as 48 minutes de soit tu auras Harden, soit tu auras Mitchell, soit tu auras les 2. Donc quand Harden sort du terrain, bah, Mitchell, ce sera la Donovan Mitchell offense. Quand l'inverse, ce sera la Harden offense. Puis bon, bah, quand tu auras les 2, ce sera peut-être un peu plus la Harden offense. Peut-être que Mitchell pourra un peu prendre aussi des fois le lead. Mais c'est ça qui, tu vois, qui peut être sympa. Non, je pense que moi l'association même, tu vois, j'ai lu pas mal de trucs sur Twitter, des gros 12 sur le fit et cetera, mais heu, les Cavs, il y a du mouvement, mais ça reste une attaque de pick and roll, hein. C'est pas une motion offense à la Warriors, c'est pas non plus, l'attaque du Jazz, c'est pas du tout ça. Ça reste il y a du mouvement, mais le play central, c'est le pick and roll. James Harden, c'est un joueur de pick and roll, donc
je vois pas pourquoi, en fait, tu vois, ça fitterait pas et en plus, il y a un spacing qui est très bon et il y a une menace de lob qui s'appelle Jarrett Allen. Donc tu vois, je trouve que tu as tous les ingrédients pour que ça marche, en réalité. Je trouve que ce qui a toujours bien marché avec James Harden, c'est plutôt des profils avec lui de joueurs d'isolation parce que comme lui, il va jouer beaucoup s'il y a beaucoup de switch, comme il va jouer beaucoup d'isolation, beaucoup de jeux à l'arrêt ou déjà beaucoup de pick and roll, c'est dur d'enchaîner les pick and roll. Enfin, relancer un pick and roll après un premier pick and roll, ça veut dire que ton pivot qui est déjà allé à l'intérieur, il doit repartir à l'extérieur pour aller enchaîner un pick and roll et c'est pour ça que ce qui marche bien avec Harden, c'est ces joueurs d'isolation comme Kawhi ou Chris Paul à l'époque des Rockets parce qu'en fait, une fois que tu as tenté ton pick and roll avec James Harden et qu'il a pas marché, tu donnes la balle à un joueur qui va jouer l'isolation et là, comme tu le dis, Donovan Mitchell, il est pas non plus élite là-dedans. Moi, j'ai un peu peur, tu vois, je trouvais que Harden et Kawhi, ça marchait très bien pour cette raison-là. Bon, j'ai un peu peur de voir comment ça va marcher. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit, juste voilà, j'ai un peu du mal, à le voir. Hem, je pense qu'aussi un autre truc qu'apporte quand même ce trade, alors c'est compliqué de juger là-dessus, mais je crois quand même que James Harden, c'est moins pire que Darius Garland en défense. Parce que au moins, il peut pas se faire surcibler sur du switch. Enfin, tu vois, tu peux mettre en Oui, place une oui. espèce de défense de full switch pour le cacher, alors que Mmh. Garland, tu peux pas le faire parce que sinon tu te retrouves sur un big, il va censé être puni. Et j'ai Ouais. l'impression que ça permet de monter un petit peu leur plancher def, tu vois? Bah, je te rejoins, je pense que Harden, c'est pas un bon défenseur non plus, surtout à l'heure actuelle, où ça bouge plus trop, mais par contre, c'est moins une cible. Plus Je vois facile ce à que tu veux cacher. dire, c'est moins une cible que Garland par la taille, en fait. Tout à Il est fait. plus costaud, plus grand, plus long. Bon, bah, au basket, ça compte quand même, même si tu pas très bon. Voilà, tu moins une cible, hein. Et Garland, en plus, c'est vraiment tout petit et fin. Ouais, tu peux te faire plus enfoncer, tu peux plus te faire cibler, c'est clair. Donc non, non, là-dessus, c'est vrai que je pense qu'ils y gagnent quand même un peu, surtout que ce qui est cool, c'est qu'à Cleveland, enfin, ils en font pas mal, hein, de schémas en switch, hein. Jarrett Allen qui a un peu cette image de pivot en drop, Tout à fait, ouais. c'est pas un pivot qui joue que du drop, même il joue de plus en plus de switch, hein. On l'a vu en playoff, beaucoup, beaucoup switché, même en saison régulière, donc là-dessus aussi, même défensivement, je trouve que même le fit est encore plus évident où, tu vas pouvoir carrément mettre en place du switch au long. Ce qui finalement, en plus, correspond plus à James Harden, parce que James Harden, si tu lui demandes de De faire des tenir. couvertures un peu compliquées, c'est là où il va se perdre, au final. Et puis pour le coup, la défense sur les bigs, il a jamais été trop mauvais. S'il y a peut-être un truc où il a Oui, jamais été trop mauvais, c'est la défense sur X. oui, Il est quand oui. même surpuissant. Donc du coup, il arrive à compenser par sa surpuissance. Peut-être pour, juste se projeter un petit peu là sur l'avenir pour les Cavs, pour toi, est-ce que ça les positionne différemment? C'est assez simple, hein, de comprendre le projet James Harden, hein, c'est de tout miser sur les 2 prochaines années. On va Bah, pas y ouais. passer 10 piges. On passera peut-être un peu plus de temps sur les Clippers pour le coup, mais toi, tu est-ce que pour toi ça change un peu le positionnement des Cavs, à l'Ouest? Sachant qu'on peut quand même ajouter qu'ils ont pour le coup ajouté Dennis Schroeder et Keyon Ellis, Mmh. qui fait quand même un backcourt, moi, que je trouve hyper solide, hein. James Harden, de Donovan Mitchell, Dennis Schroeder, Keyon Ellis. C'est un peu petit, mais je trouve ça très, très solide comme backcourt. Est-ce que pour toi, ça change un peu la façon dont tu les positionnes à l'Est ou pas? Oui, je pense qu'ils y gagnent un peu, parce que Harden est un meilleur joueur, je pense. Pas non plus, je pense, de si j'ai l'impression qu'on voit qu'il y a un énorme écart. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il y a un tel écart, entre les 2. Par contre, c'est vrai, comme tu l'as mentionné un moment, il est plus disponible. Ça, mine de rien, bah, c'est vrai que ça compte. Là, par exemple, je sais pas qui vont jouer prochainement, bah, il sera là. Alors que Darius Garland, bah, il risque d'être out. Et c'est vrai qu'ils ont jamais enfin, ils ont tout le temps des blessés. Tu vois, Max Strus est toujours pas revenu. Allen a été blessé, Mobley a été blessé. Ils ont tous été blessés sauf, Donovan Mitchell cette année. Donc déjà, il y a la disponibilité, ce qui fait que, bah, ils vont pouvoir gagner des matchs sachant que dans la conférence Est, c'est encore serré. Mais c'est vrai que quand je vois, les autres équipes, c'est peut-être eux qui m'offrent le plus de garanties à l'Est, hein, au final, hein. Mais j'ai envie de dire, en santé, Oh, même quand il y avait Garland. Détroit peut-être quand même? Détroit peut-être quand Bah, même? Détroit, le truc moi je Ça trouve qu'il y a commence à être trop de défauts. Ouais, mais il ouais. y a beaucoup de défauts. Détroit, le problème que j'ai avec Détroit, c'est ils vont avoir des problèmes de spacing. Arrivé en playoff. Là, la défense, c'est élite, mais l'attaque, j'ai quand même des doutes. Alors que ce que j'aime bien chez les Cavs, c'est je pense que l'attaque peut vraiment être élite. L'année dernière, c'était une attaque d'élite. Je pense qu'ils le sont pas parce que cette année, ils ont moins rentré leurs 3 points. Puis je pense que la disponibilité de certains aussi n'aide pas à Ouais. ce que la machine, reparte.
Mais moi, tu vois, je pense que ça peut être une excellente attaque et je pense que la défense est bonne quand tu as Mobley, Allen, tu vois, tu as juste remplacé, Garland par Harden, on a dit ça peut mieux marcher dans les schémas en switch. Pour moi, des 2 côtés du terrain, c'est l'équipe qui m'offre le plus de garanties, franchement aujourd'hui. Ouais, je trouve que Détroit a une physicalité aussi quand même qui, en plus de leur défense, qui est vraiment intéressante. Moi, je disais depuis le début que, pour moi, au complet, enfin, s'ils arrivaient à arriver en playoff sans avoir de blessés, pour moi, Cleveland était encore le principal opposant de Détroit pour arriver en finale NBA. J'avais même plutôt tendance à dire que moi, je voyais bien Cleveland aller en finale NBA s'ils étaient au complet. Et je suis un peu d'accord avec Mmh. toi. Je trouve qu'en fait, ce que leur permet James Harden, c'est d'avoir plus de chances d'être au complet. Il y a toujours le problème quand même, Evan Mobley, Jarrett Allen, qui sont quand même un peu souvent blessés tous les deux, mais au moins, ils vont pouvoir stabiliser leur backcourt. Bon, après, James Harden, c'est quand même pas l'assurance tout risque en playoff. Et sur un joueur avec un aussi gros volume, c'est embêtant. C'est peut-être moins embêtant sur un joueur comme Darius Garland qui a plus petit volume structurellement. Quand tu as un joueur qui est pas très faible en playoff, à très gros volume, bah, tu le payes souvent un petit peu cher. Mais ouais, moi, je les mets clairement, pour moi, ils sont top tier de la conférence Est avec Détroit. Je sais pas si je les mets devant Détroit, moi, je commence à être assez haut sur Détroit quand même. Mais pour moi, ils sont top tier avec eux et ils se repositionnent clairement comme le principal challenger de cette conférence Est assez faible. Et d'où l'intérêt de faire ce move-là. Peut-être Matt qui a un petit peu plus à dire pour le coup côté, enfin en tout cas il y a un minima à dire côté Clippers sur les perspectives. Parce que là, pour le coup, les mouvements, doivent nous faire aller vers, un changement en profondeur du projet, Clippers. Ils vont probablement viser la prochaine draft, mais sauf erreur de ma part, la prochaine draft, ils ont pas leur pick vu qu'il est à Non, ils ont pas OKC. leur pic. Ouais, Il est pas protégé quelque part, non, il y a vraiment pas de protection sur ce pick? il me C'est possible qu'il y ait semble pas de pas, hein. protection. Ouais, c'est possible qu'il y ait pas de protection, ouais. Donc ils ont pas leur pick. Ils ont fait l'autre échange qui est Zubac-Mathurin. Moi, je te donne ma lecture et après je suis curieux d'avoir la tienne. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que ils ont probablement envie de se positionner à la free agency dès 2026 s'ils trade Kawhi, mais surtout 2027, en ayant en 2027 déjà Mathurin et Garland dans l'effectif. Mathurin, je sais pas combien il va prendre. Je pense que c'est un joueur qui peut vite aller prendre les 30 millions quand même, et qui peut quand même un peu impacter ton salary cap. Mais ouais, je pense que, enfin, pour moi, c'est assez clair, en fait. Ils se positionnent sur 2027, très, très clairement, en ayant quand même un joueur pour attirer, en l'occurrence, Darius Garland, et ils vont tout miser là-dessus. Ce qui forcément pose la question de l'avenir de Kawhi, qui moi, je pensais qu'il allait se faire trade sincèrement avant la trade deadline. Ça a pas été le cas. On peut probablement imaginer, que Kawhi, sautera à la draft ou au tour de la Ouais, draft. Ce serait étonnant ouais, qu'il finisse avec les je Clippers, pense, quoi. ouais. Oui, oui, là, on a vraiment l'impression qu'il y a une fin de cycle, hein, encore, tu vois, tu pouvais peut-être viser quelque chose, si Zubac avait pas été tradé. Parce que pour le coup, là, tu aurais pu faire le pick and roll Garland-Zubac. Maintenant, sans Zubac, tu affaibli quand même pas mal Ouais. l'équipe. Il reste Kawhi, il reste, bah, ouais, Brook Lopez, enfin tous les autres là, mais bon, c'était déjà pas la mayonnaise prenait pas trop parce que c'est quand même un effectif vieillissant. En plus, Garland, bah, on l'a dit, il est toujours blessé. Est-ce qu'ils vont précipiter du coup un retour? J'en sais rien. Tu vois, pour encore combien de temps il sera pas disponible. Les Clippers, c'était bien remonté, hein. Ils sont quand même toujours en play-in. Mais ouais, du coup, pour cette saison, je sais pas vraiment ce qu'ils vont viser. Ils peuvent pas tanker, ils ont pas leur pick. Donc, bah, ils vont quand même jouer peut-être le play-in, tu vois? Je pense ils vont un peu y être par défaut, parce que je pense que derrière quand même ça va tanker assez fort là maintenant. Souvent les équipes, tu sais, qui sont au début, Mmh. ça joue un peu, puis à la 2e partie de saison, ça se met à tanker fort, donc à mon avis, ça va pas mal tanker. Eux, ils risquent de finir à cette place-là, ils sûrement jouer le play-in. Puis Ils sont voilà, hein, puis 9e après aujourd'hui. ouais, c'est ça, mais je crois qu'ils ont quand même, il Le y a un 11e, petit c'est écart, hein. Memphis. Le 11e, c'est Memphis qui, pour le coup, il y a que 3 victoires d'écart, Ouais, mais Memphis a aucun intérêt à continuer à jouer ouais, quoi puis que ce soit, Memphis veut donc ouais, je pense qu'ils vont rester à peu près à cette place-là, hein, parce que je crois que même avec les Warriors qui sont juste au-dessus, il y a quand même un petit il y écart a de match, 4 hein. 4 victoires d'écart, ouais. Ouais, tu vois, c'est quand même pas rien à rattraper, sachant que tu as perdu Harden qui a joué tous tes matchs, tu vas forcément perdre en niveau de jeu, donc ouais, ils vont finir, je pense, à peu près à cette place-là, jouer le play-in, sûrement pas se qualifier, vu la densité de la conférence Ouest. Et puis oui, à la draft ou pendant l'été, je pense que Kawhi risque de se faire trader et puis ils vont repartir un peu sur un nouveau projet, hein.
En fait, ce qui est L'avantage intéressant, qu'ils c'est ont, c'est qu'ils que ont récupéré pas mal de pics avec le trade de Zubac. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Et en plus de ça, ils ont quasiment plus de contrat à la fin de l'année. Ils ont que des team options en oui, fait qu'ils peuvent enlever. ouais. Et donc, s'ils traitent Kawhi, ils peuvent récupérer des pics, peut-être pas énormément parce qu'il y a qu'un an de Kawhi, mais ils peuvent par contre se positionner à la free agency et tu sais récupérer tous les joueurs dont tu sais que tu pourras les trade soit dans l'année, soit la draft suivante contre des petits pics, tu vois, des seconds tours assez facilement pour se refaire une forme de stock en fait de Mmh. pics. S'ils le souhaitent, il faudra juste qu'ils prennent pas trop de risques parce qu'ils vont viser 2027. Mais tu vois, je les vois bien construire un petit effectif pendant l'été qui, sans te faire prendre trop de risques, peut te permettre d'assumer un contrat max à l'été d'après, mais d'arriver en 2026 là où personne n'aura de flexibilité, eux avec pas mal de flexibilité pour le coup, pour prendre ces joueurs-là et donc soit les trade dans l'année, soit les garder pour pouvoir intégrer, s'ils arrivent à choper, un joueur à l'énorme free agency de 2027 là que tout le monde attend quoi pour le coup. Mais donc voilà, les Clippers partent dans une forme de rebuild. C'est quand même terrible pour Kawhi qui était dans une super phase là depuis un mois et demi Mmh. et qui se retrouve, bon après normalement, enfin dans les Clippers, il faut qu'ils arrêtent leur délire. Enfin ça fait sens d'arrêter au bout d'un moment, mais bon pour lui c'est un peu triste. Je pensais vraiment qu'il allait se faire trade, tu vois? Mais bon, Ouais, il y a c'est peut-être pas eu arrivé l'offre. tard à mon avis, C'est arrivé un c'est peu arrivé tard, ouais. ouais. Le fait que Zubac soit tradé, c'est arrivé tard ouais, à 1 heure de la trade deadline, je pense ouais, difficile d'avoir des offres, des bonnes offres pour eux, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Matt, je trouve qu'on a fait un bon tour là sur ce big trade. Vous allez voir à chaque fois on va terminer l'épisode, par un petit «tu préfères». C'est «tu préfères» le fit, pour le coup, entre, 2 trades qu'on a eu la trade deadline, ce qui nous permettra de passer un peu les différents trades en revue. Et celui-ci, il sera, spécial, Bulls, puisque, les Bulls ont juste bougé à peu près tout l'effectif pour le coup et il y a vraiment des mouvements qui sont intéressants. Est-ce que tu préfères le trade de Vucevic aux Celtics ou le trade de Ayo Dosunmu, aux Timberwolves? Quel trade t'intéresse le plus? Bah, Dosunmu aux Wolves. Ouais, ça peut peut-être permettre d'en parler 2 secondes. Juste rapidement sur Vucevic, moi je trouve que c'est un trade intéressant, le trade de Vucevic aux Celtics. Je suis probablement le seul à être, intéressé par la carrière de Vucevic, mais qui je trouve depuis 2 ans est dans une bonne forme et est devenu un joueur qui est capable de générer de l'attaque en mouvement, de façon assez intéressante. C'est pas tant le shoot qui m'intéresse, même si ça permet aux Celtics de retrouver un peu de shoot. Et défensivement, j'ai l'impression que les Celtics sont une équipe qui sont capables de bien construire un système défensif autour d'un défenseur moyen. Moi, je reste persuadé que Porzingis était un défenseur assez moyen, mais ils ont réussi à trouver un rôle qui était intéressant. C'était plus simple à trouver que Porzingis par sa taille que Samsonov et Vucevic. Ouais. Mais c'est un trait intéressant. Mais je suis curieux de t'entendre sur Dosunmu qui arrive aux Wolves. Et pour moi, c'est un des gros trades de la trade deadline pour le coup. Donc je suis d'accord avec toi, j'aurais pris celui-ci aussi, ouais. Ouais, moi j'aime bien ce renfort, ouais. J'aime bien ce renfort parce que, bon, en gros, il remplace, Mike Conley qui est parti et bon, bah, Mike Conley qui jouait plus puisque voilà, trop vieux. Je pense que ça t'apporte une vraie option en fait de connecteur, hein, connecteur, défense, 3 points. Donc, ouais, non, je trouve que c'est un bel ajout. J'aurais Dis-moi, c'est vrai que secrètement, j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent un vrai ajout, dans le sens peut-être un autre créateur, tu vois? Moi, bah, quand on a fait les mock trades, avec, Jérémy et Paul, j'avais mis Kyrie Irving, mais tu vois, j'aurais bien aimé un truc comme ça, de cette envergure-là. Bon, soit Lucas s'est pas présenté, ils avaient peut-être Ja Morant, mais avec toutes les contraintes et le fit qui est pas parfait. Mais non, c'est un ajout qui est bien, Dosunmu, c'est comme j'ai dit, c'est peut-être pas au niveau, voilà, d'un créateur, mais au moins t'as un très bon connecteur, puis au moins pour les playoffs, ça te fait un autre joueur, quoi, pour ta profondeur, c'est cool. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Anthony Edwards est tellement devenu un joueur héliocentrique, enfin quasi héliocentrique, que de toute façon, tu peux pas trop lui enlever la balle des mains. Et je suis pas sûr que l'arrivée d'un meneur de jeu aurait été idéale. Même si Kyrie Irving, je trouve, c'est un bon profil parce qu'il est compatible avec ce type de joueur-là. Moi, j'adore Dosunmu. Je trouve plutôt un bon défenseur et un joueur assez polyvalent en fait en attaque, hein. Il peut créer Mmh. un peu de jeu et connecter.
il est à 110 de TS+ cette année. Alors, faut être très attentif avec le TS+ des Bulls parce qu'ils jouent tellement à 4000 à l'heure que ça truque un petit peu l'efficacité de certains joueurs qui sont très fonctionnels en fait dans cette attaque-là. Mmh. Et c'est le cas de Dosunmu. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de la part des Bulls, de la part des Wolves, pardon, qui vont trouver un profil qui est bien compatible, je trouve, avec Edwards. Le 5 des Wolves, pour le coup, enfin, tu sais, la rotation, allez, je vais même aller un peu plus loin. La rotation à 6 des Bulls autour de DiVincenzo, Dosunmu, Edwards, McDaniels, Randle, Gobert. Tu peux rajouter Naz Reid. Ils ont une rotation à 7-8, les Wolves, qui est très, très, très solide, je trouve, hein. C'est Ouais, vraiment c'est très ça qui est solide, hein. sympa, ouais. Mmh. Ouais. Et en Ouais. playoff, comme ils ont l'habitude de jouer plutôt à 8, s'ils ont pas de blessures, ils vont être compliqués à jouer, hein. Vraiment. Moi, je suis Ouais, très ouais, content puis de ce trade. ça rajoute un joueur two-way, en fait, hein, Ouais. c'est ça qui est bien. Ils ont beaucoup de joueurs, forts des 2 côtés du terrain, donc ah non, moi, je trouve que c'est un très bon ajout, ouais. Dosunmu ou Kobe White aux Hornets? Non, je vais rester enfin, après le problème des Hornets, c'est que vu qu'ils sont pas contenders, je trouve l'ajout est quand même bien. Je préfère Dosunmu, hein, aux Wolves, mais l'ajout est bien. Je trouve que ça fait un autre pari à tenter. Alors après, c'est que ça fait par contre beaucoup de mêmes profils, je trouve à tu beaucoup de guards en fait, hein, à Charlotte, hein. Charlotte, ouais. Alors bon, tu avais Sexton, du coup tu le remplaces par Kobe White. Non, je trouve ça cool parce que Kobe White, c'est quand même un joueur sympa, je pense, qui a un peu plus de shoot, qui peut t'apporter en création secondaire et cetera. Mais après, c'est vrai que c'est un peu redondant, quoi, on va dire, dans leur profil. Peut-être ça aurait été sympa, tu vois, d'avoir un remplaçant à Miles Bridges, ça aurait pu être cool, tu vois? J'aurais préféré ça. C'est un peu Colin Sexton en mieux, pour le coup, en fait, Ouais, Kobe c'est White, ça, hein. ouais. En nettement mieux. Moi, j'aime bien Colin Sexton, mais je trouve vraiment que Kobe White est vraiment un joueur intéressant, comme un joueur qui arrive à Ouais, scorer ouais, je trouve, à bon volume avec ouais, une bonne plus efficacité, hein. shooter, ouais, je pense vraiment c'est vraiment un Plus bon shooter, polyvalent, ouais. ouais. Ouais, tu raison, plus polyvalent, ouais. Un peu capable de tout, pour le coup. Moi, j'aime bien Kobe White. En tout cas, les Hornets, se sont vraiment construits un effectif cool et je trouve que pour cette franchise qui a du mal, tu vois, à se créer, enfin, ils ont toujours une identité, mais qui ont du mal un peu à avoir une forme d'excitation. Ça vient prolonger, tu vois, la dynamique qui est cool en ce moment autour des Hornets avec l'arrivée d'un bon joueur. Dosunmu ou Sexton et Ivy aux Bulls? Moi, j'adore ce trade, Sexton-Ivy. En fait, j'adore l'idée d'Ivy aux Bulls. Moi j'aime bien, ouais, les 2 font sens dans les 2 projets, en fait, hein, pour moi, c'est un peu un «win-win» entre guillemets parce que Ivy, en fait, il fallait le relancer, tu vois? C'est pareil, ils ont récupéré Dillingham, je trouve ça très bien, ça faisait pas sens à Minnesota, il avait pas de minutes. Ivy, c'est pareil, malheureusement, il s'est blessé. C'est au moment où Détroit, finalement, c'est le projet, il a décollé, lui, il était plus là, vu que ça marchait sans lui, quand il est revenu, il avait plus sa place. Donc je trouve ça bien, en fait, c'est les seconds draftés, en fait. Ça reste des très jeunes joueurs qui, pour moi, ont encore du potentiel et si ça se trouve, dans un autre projet avec une autre philosophie de jeu, ça peut marcher et ça peut exploser. Donc tu vois, tu as 2 porteurs de balles. Si tu en as un des 2 qui est bon et tu auras gagné, en fait. Donc je trouve que, tu vois, ils font là, les Bulls, je suis content, ils commencent à faire des choses qui sont intéressantes, de tanker, viser la draft et tenter des coups sur des jeunes comme ça. Moi, j'adore l'arrivée d'Ivy aux Bulls parce que je pense que son jeu est tellement compatible avec le leur. C'est un joueur qui joue très très vite. C'est les Bulls, c'est l'équipe qui joue la plus vite de la ligue, qui aime beaucoup cette attaque de spontanéité. Et je pense que son drive, parce que la force d'Ivy, c'est son drive, qui est très très bon Mmh. pour le coup. Alors, ils ont plus de pivot par contre. Enfin, il va y avoir Jalen Smith, mais ils ont quand même plus de pivot pour alimenter ça. Vucevic, une fois de plus, c'était vraiment central dans leur attaque. Mais Jaden Ivey, c'était le gars à prendre un peu, moi je trouve, de cette trade deadline parce qu'effectivement, tu l'as très bien décrit, il se trouve qu'il pouvait plus jouer parce que l'émergence de Jenkins, qui est meilleur défenseur que lui et un peu plus organisateur, collait mieux avec leur projet. Il a pas eu de chance, mais bon, l'année dernière, il fait quand même jusqu'à sa blessure, il est très bon. Et ces 2 Mmh. premières années, elles étaient intéressantes. Il se trouve qu'il est en fin de contrat, rookie cette année, donc voilà, Détroit pouvait pas en espérer beaucoup. Moi, je vais être très curieux de voir ce que ça donne côté Bulls. J'ai un peu peur sur son retour physique. J'ai l'impression qu'il est un peu moins explosif qu'avant, mais on verra. Mais j'adore ce trade. Dernier, du coup, vu qu'on est toujours sur Dosunmu ou Dillingham aux Bulls, lequel t'intéresse le plus? Petite dédicace Non, à Paul.
C'est ce que je disais, pour moi, c'est comme Ivy, les deux, hein, les 2 ça m'intéresse aussi parce que, tu vois, ce que je disais, c'est des jeunes joueurs qui a relancé. S'ils ont été draftés aussi haut, je me dis: «C'est quand même pas pour rien», tu vois? C'est qu'il y avait forcément quelque chose à gratter. Je pense qu'à Minnesota, moi, j'ai jamais compris, pourquoi ils avaient fait ça. De sacrifier, 2 choix de premier tour pour aller récupérer un jeune, sachant qu'ils étaient déjà dans une timeline de contender. C'était ultra étonnant, surtout qu'en plus, moi, je suivais pas encore beaucoup la draft cette année, mais c'était un joueur à polir, hein, de ce que j'avais, lu, entendu, tu vois? C'est un joueur à développer. C'est pas, tu vois, c'est pas comme Rizaché, des joueurs comme ça, où tu sais que dès qu'ils arrivent, ils pourront contribuer. C'est un peu le plafond égale plancher, si je veux un peu caricaturer, tu sais que voilà, il y a pas un énorme, plafond, mais le plancher, il est déjà là. Lui, c'était pas du tout le cas, donc c'était ultra étonnant de prendre un jeu de parier sur un joueur comme ça et au final, il a jamais vraiment eu de temps de jeu. Tu regardes donc, pas de temps de jeu, pas vraiment sa chance, donc voilà, moi là, au moins, à Chicago, il aura du temps de jeu, et on va pouvoir voir ce que ça donne et je trouve ça bien, comme je disais, d'avoir, des temps qui sont en concurrence avec Ivy, parce que comme je dis, s'il y en a un des 2 qui marche, ben, tu auras gagné. J'ai peur qu'il ait pas beaucoup de temps de jeu, moi, Zingham, Bulls, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à son poste, vu qu'ils aiment bien jouer grand avec Giddey en meneur. Ils ont ramené Colin Sexton comme un bon joueur, ils ont Ivy. J'ai un peu peur qu'il joue pas beaucoup, pour Bah, le coup, j'espère quand même qu'ils feront plus jouer Dillingham que Sexton, hein. Ce serait dommage, hein. Parce que Sexton, ils l'ont ramené, mais il est en fin de contrat pour en plus, je moi crois, Sexton. ouais, Donc il y a puis pas de pour moi, question ça de le correspond valoriser, tu pas, vois? ouais, puis C'est on vrai. sait le joueur qu'il est maintenant, il va pas, tu vois? Pour moi, il y a Mmh rien mh. à Ouais, gratter c'est de ce vrai. joueur-là. Mais en tout cas, ça va permettre de relancer Dillingham après cet échec pour le coup, côté, côté Timberwolves et effectivement, bah, écoute, le premier gagnant de notre tu préfères le fit, ce qui est pas du tout français. C'est donc Ayo Dosunmu, aux Wolves. Allez, juste avant qu'on se laisse, on espère que le podcast vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à nous poser vos questions. On dit plus de s'abonner d'ailleurs au début des podcasts et de mettre des likes. Je sais pas si ça joue dans la visibilité, mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Petite question subsidiaire. Ousmane Dieng, il finit où? Par combien d'équipes est passé Ousmane Dieng en 24 heures? Je crois que j'ai même Je pas la crois il liste est entière. je crois il a été d'abord à Charlotte, si je dis Ouais, pas de bêtises. Ensuite, il a été aux Bulls ouais. et il a fini à Milwaukee, je crois. Ah, t'es fort. T'es fort, c'est Ouais, ouais, exactement ça. j'ai suivi le truc, ouais, même moi, Exactement. ouais, c'est fou, ouais. Exactement, 24 heures, Ousmane Dieng a eu 4 franchises et il finit donc à Milwaukee. Et ben écoute, Matt, je te propose qu'on reste là-dessus. En tout cas, on sera curieux de voir comment évoluent surtout les Cavs en fait, hein, suite à ces trades-là, parce que les Clippers, bah, là, vont entrer dans une phase un petit peu différente. Et on manquera pas de vous en parler si jamais on voit que c'est intéressant. Restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler, probablement même dès demain, puisque comme on vous l'a dit, on vous enregistre une petite série de podcasts sur cette trade deadline. À très vite.